Ne vous y trompez pas, le virus responsable de la varicelle que vous avez contracté dans votre enfance n'a jamais quitté votre corps. Il s'est retranché, camouflé dans les profondeurs de vos ganglions nerveux, attendant une faille dans votre système immunitaire pour lancer une attaque unilatérale dévastatrice. Le diagnostic est le zona, une affection dermatologique et neurologique caractérisée par des éruptions vésiculeuses traîtresses localisées avec une précision chirurgicale sur le trajet exact des nerfs sensitifs. Ce n'est pas une simple maladie de peau. Dans les hôpitaux, l'apparition d'un zona chez un sujet jeune déclenche immédiatement l'alarme rouge. C'est le marqueur clinique brut qui révèle souvent une infection sous-jacente par le VIH. Les données médicales sont formelles et effrayantes. Chez les patients immunodéprimés, le virus ne se contente pas de la peau. Il entraîne une dissémination fulgurante vers les viscères, provoquant le décès par défaillance multiviscérale. Pour stopper cette invasion, les protocoles d'urgence exigent l'injection intraveineuse de Zovirax à des doses massives de 30 mg par kilo et par jour, couplées à des thérapies à base de morphine pure pour contrer des douleurs neuropathiques comparables à des décharges électriques continues. Voici l'autopsie clinique complète du virus varicelle zona. L'agent pathogène responsable de cette destruction cellulaire est formellement identifié sous le nom de virus varicelle zona, ou VZV, un virus à ADN appartenant à la famille stricte des herpès viridés. Les rapports épidémiologiques mondiaux confirment que le zona n'est pas une nouvelle infection externe, mais la réactivation endogène d'un virus très proche de celui de la varicelle, ou plus précisément, le même virus sous sa forme de récurrence. L'histoire clinique commence des décennies avant l'attaque. Lors de la primo-infection varicelleuse, généralement dans l'enfance, le virus pénètre par les voies respiratoires, se multiplie dans les ganglions lymphatiques régionaux, puis provoque une virémie qui inonde la peau. Mais l'aspect le plus sombre de cette biologie virale se déroule hors de vue. Les particules virales remontent le long des fibres nerveuses sensitives par un processus de transport axonal rétrograde continu, jusqu'à atteindre les ganglions sensitifs des racines rachidiennes dorsales ou les ganglions des nerfs crâniens. Là, le virus entre dans une phase de latence totale. L'ADN viral s'intègre sous forme d'épisomes dans le noyau des neurones, échappant totalement à la détection par les anticorps circulants et les cellules T cytotoxiques. Des décennies plus tard, sous l'effet de facteurs déclenchants précis tels que la sénescence immunitaire due à l'âge, un stress physiologique extrême, une chimiothérapie lourde ou une infection par un rétrovirus, l'immunité cellulaire spécifique s'effondre. Le virus reçoit le signal chimique de réactivation. Il se réplique massivement à l'intérieur du corps cellulaire du neurone, provoquant une inflammation intense et la destruction des cellules nerveuses, avant de redescendre le long du même nerf sensitif, vers la peau. C'est le transport axonal antérograde. Lorsqu'il atteint l'épiderme, l'agent pathogène provoque une nécrose des cellules épithéliales. Il est crucial de noter les protocoles de sécurité sanitaire. La contamination d'un individu sain se fait par un contact direct et physique avec les vésicules cutanées du patient atteint de zona. Le liquide contenu dans ces lésions est un bouillon de culture hautement concentré en particules virales infectieuses capable de transmettre la varicelle à un sujet séronégatif, prouvant la nature hautement contagieuse des exsudats lésionnels. L'investigation de la phase clinique révèle une séquence d'événements stéréotypés et implacables. Les éléments éruptifs documentés sur les patients sont histologiquement et visuellement les mêmes que ceux observés lors de la primo-infection par la varicelle, mais leur répartition géographique sur le corps humain est diamétralement différente. Contrairement à la varicelle, qui est disséminée de manière anarchique, le zona est strictement limité à une partie précise du corps, respectant scrupuleusement la ligne médiane. Il dessine sur la peau le territoire exact d'innervation du nerf sensitif touché, ce que l'on appelle un dermatome. L'attaque commence par une phase prodromique insidieuse. Les patients rapportent une hyperesthésie cutanée où le simple frottement d'un vêtement devient insupportable, suivi de douleurs neuropathiques unilatérales intenses, souvent confondues lors des diagnostics précoces avec des infarctus du myocarde, des coliques néphritiques ou des pleurésies. 48 à 72 heures après le début des douleurs, la phase d'état se déclare. Les dossiers médicaux notent l'apparition d'un syndrome infectieux avec de la fièvre modérée à élevée. Sur le territoire nerveux enflammé, une éruption cutanée prurigineuse et maculeuse apparaît. Ces plaques érythémateuses rouges se couvrent très rapidement, en l'espace de quelques heures, de vésicules à liquide clair. Le liquide se trouble au fil des jours, se transformant en pustules blanchâtres remplies de leucocytes et de débris cellulaires. Entre le 7e et le 10e jour du processus infectieux, ces vésicules s'affaissent et se recouvrent de croûtes brunâtres.
Le prurite intense qui accompagne cette éruption pousse souvent le patient au grattage, ouvrant la porte à des surinfections bactériennes à staphylocoque ou à streptocoque qui compliquent le tableau clinique. Le virus ne choisit pas sa zone d'impact au hasard. L'analyse des archives médicales permet de répertorier des formes cliniques spécifiques, dictées par le ganglion sensitif originellement infecté. La forme la plus fréquente, documentée dans plus de 50% des cas, est le zona thoracique. Les lésions encerclent le tronc du patient en hémiceinture, suivant le trajet des nerfs intercostaux, s'étendant de la colonne vertébrale jusqu'au sternum, bloquant la respiration par des douleurs fulgurantes à chaque inspiration. Cependant, les formes crâniennes représentent les menaces les plus critiques pour les fonctions sensorielles du patient. Le zona ophtalmique constitue une urgence médicale absolue. Le virus réactive dans le ganglion de Gasser et descend le long de la branche V1 du nerf trijumeau. Les vésicules apparaissent sur le front, la paupière supérieure et le nez. L'atteinte de l'aile du nez, connue sous le nom de signe de Hutchinson, indique de manière prédictive que le nerf nasociliaire est impliqué et que l'œil lui-même va être attaqué. Le zona de l'oreille, ou syndrome de Ramsay-Hunt, résulte de l'infection du ganglion géniculé du nerf facial. Les preuves cliniques montrent des éruptions vésiculeuses cachées dans le conduit auditif externe et sur la conque de l'oreille, accompagnées de douleurs auriculaires atroces, d'acouphènes, de vertiges rotatoires sévères dus à la proximité du nerf cochléo-vestibulaire et très fréquemment d'une paralysie faciale périphérique complète et unilatérale du côté infecté. Enfin, le zona céphalique englobe les autres atteintes des nerfs crâniens et cervico-supérieurs, provoquant des éruptions dans le cuir chevelu, la nuque et les régions maxillaires ou mandibulaires, transformant la tête du patient en une zone de douleur névralgique ininterrompue. C'est ici que l'enquête clinique bascule d'une simple pathologie dermatologique à la révélation d'un effondrement systémique caché. Les statistiques médicales établissent une règle stricte. L'apparition d'un zona chez un sujet jeune, généralement âgé de moins de 40 ans, en l'absence de cause immunosuppressive connue, n'est pas un événement aléatoire. C'est une alarme diagnostique majeure qui peut et doit faire suspecter une infection par le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Le mécanisme biologique est limpide. Le VZV est maintenu en latence par l'immunité à médiation cellulaire, spécifiquement les lymphocytes T CD4. Le VIH s'attaque précisément à ces mêmes lymphocytes T CD4, les détruisant inexorablement. Lorsque le taux de lymphocytes T CD4 d'un patient chute sous un certain seuil critique, la surveillance immunitaire autour des ganglions rachidiens disparaît. Le virus de la varicelle profite de cette brèche fatale pour se multiplier sans aucune résistance. Dans ces dossiers cliniques spécifiques, le zona n'est plus seulement une maladie. Il est défini comme une infection opportuniste de stade précoce. Les présentations cliniques chez ces patients sont souvent atypiques et beaucoup plus agressives. Lésions multidermatomales, lésions nécrotiques profondes laissant des cicatrices indélébiles ou épisodes de zona récurrents à quelques mois d'intervalle. L'identification de ce lien de causalité impose au corps médical de proposer systématiquement et immédiatement un dépistage sérologique complet du VIH à tout adulte jeune présentant une éruption zostérienne. Ignorer ce signal clinique revient à laisser le patient avancer aveuglément vers le stade SIDA sans aucune intervention thérapeutique antirétrovirale. L'absence de traitement rapide ou la vulnérabilité du terrain du patient ouvre la voie à des complications qui dépassent largement l'inconfort cutané temporaire. Au niveau de la face, particulièrement dans le cas du zona ophtalmique, l'infiltration du virus dans les tissus oculaires déclenche des kératites. Les rapports d'ophtalmologie décrivent des ulcérations dendritiques de la cornée, une inflammation de l'UV et une nécrose rétinienne aiguë. Sans intervention antivirale intraveineuse immédiate, la destruction des tissus conjonctifs et nerveux de l'œil entraîne une opacification cornéenne irréversible, menant à une cécité définitive de l'œil atteint. Le pronostic devient vitalement engagé lorsque le virus s'attaque à un patient sévèrement immunodéprimé, qu'il s'agisse de patients sous chimiothérapie anticancéreuse, de transplantés sous immunosuppresseurs lourds ou de patients atteints du VIH au stade SIDA. Chez ces individus sans défense, le virus ne se limite pas aux dermatomes. Les données d'autopsie révèlent une virémie massive, conduisant à une dissémination vers les organes vitaux. Le virus provoque une pneumopathie interstitielle virale, entraînant une détresse respiratoire aiguë, une hépatite fulminante avec nécrose des hépatocytes et une encéphalite zostérienne détruisant le tissu cérébral, menant inexorablement à un œdème cérébral, au coma et in fine au décès du patient. Même pour les survivants immunocompétents,
La complication la plus redoutée reste les douleurs post-zostériennes. Des mois, voire des années après la cicatrisation parfaite des vésicules, les dommages structurels causés aux nerfs périphériques provoquent des douleurs neuropathiques chroniques, continues, rebelles aux antalgiques classiques, plongeant les patients dans un état de souffrance psychologique et physique permanent. Face à la virulence de l'attaque zostérienne, la riposte pharmacologique doit être immédiate, massive et précisément dosée, ciblant directement la machinerie de réplication de l'ADN viral. La molécule de première ligne est l'acyclovir, commercialisée sous le nom de Zovirax, un agent antiviral puissant qui inhibe la polymérase virale. Les protocoles d'intervention sont stricts et dépendent de la topographie et du terrain du patient. En cas de zona ophtalmique simple, le traitement associe un antiviral oral à une thérapie locale agressive. L'application de pommades ophtalmiques spécifiques, administrée rigoureusement 5 fois par jour, un rythme qui doit être impérativement continué 3 jours complets après la cicatrisation totale des lésions pour prévenir toute rechute conjonctivale. Cependant, face aux formes sévères, notamment les kératites aiguës, ou lorsque le patient est immunodéprimé, l'approche thérapeutique devient radicale. Les directives exigent le passage exclusif à la voie intraveineuse. Le Zovirax IV est perfusé à la dose massive de 30 mg par kilo et par jour. Pour un patient immunodéprimé, cette perfusion intraveineuse lourde est maintenue pendant 10 jours consécutifs, sous haute surveillance hospitalière pour éviter la cristallisation rénale du produit. Ce traitement de choc est ensuite obligatoirement relayé par du Zovirax en comprimé, à raison de 800 mg pris 5 fois par jour pendant 7 jours supplémentaires pour éradiquer les dernières poches de réplication virale. La prise en charge de la douleur, élément central du traitement, suit les paliers stricts de l'OMS. Elle commence par des doses maximales de paracétamol, mais face aux décharges neuropathiques extrêmes de la phase aiguë, l'escalade thérapeutique impose l'administration de dérivés opiacés forts, incluant la morphine en titration, seule capable de bloquer la transmission du signal douloureux au système nerveux central. Enfin, sur le plan de la prophylaxie et du contrôle des infections hospitalières, une règle d'isolement absolu s'applique. Pour les malades hospitalisés atteints de zona, les procédures de maladies infectieuses exigent de les isoler physiquement et strictement vis-à-vis de tous les autres patients, et tout particulièrement des patients immunodéprimés ou atteints par le VIH, pour empêcher le déclenchement d'une épidémie de varicelle nosocomiale mortelle au sein des services de soins intensifs. Les preuves accumulées dans ce dossier démontrent que le zona n'est pas une simple éruption cutanée aléatoire, mais l'éruption calculée d'un agent pathogène enfoui dans notre propre système nerveux. Qu'il attaque la cornée, qu'il calcine les terminaisons nerveuses par des douleurs post-zostériennes chroniques ou qu'il serve d'indicateur clinique direct d'une infection par le VIH chez les jeunes adultes, le virus varicelle zona reste une menace biologique permanente. Les traitements antiviraux massifs à base de Zovirax intraveineux à 30 mg par kilo et l'administration de morphine prouvent la violence de l'affrontement cellulaire. La réalité clinique est brutale. Le virus dort en vous en ce moment même. Partagez vos expériences et vos observations cliniques dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes médicales classifiées et restez vigilants face aux signaux de votre propre corps.